Bonjour à vous, je vous espère bien portant. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième question fondamentale à laquelle il faut trouver des réponses afin de maîtriser la notion de service public. Et la deuxième question, elle est libellée comme suit. Quels sont les principes qui régissent les services publics? Comme je suis toujours en train de le dire, si vous avez une réponse à cette question, bravo. Mais si vous n'avez pas de réponse, ne vous inquiétez pas. Vous êtes à la bonne adresse. Et c'est là la raison d'être de ces enseignements que je suis en train de vous dispenser, vous aider à mieux comprendre ces notions. Avant de donner la réponse à cette question, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la publication d'autres vidéos. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager le lien de cette vidéo. Pour ne manquer aucune de vidéos que nous allons publier, abonnez-vous à notre chaîne. Si cela est fait, nous pouvons continuer. Quels sont les principes qui régissent les services publics? Avant de donner la réponse à cette question, je vous donne 4 précisions. Le principe que je vais vous donner aujourd'hui sont applicables aux services publics et non pas aux services d'utilité publique. Vous vous rappelez que dans la vidéo précédente, nous avons montré la différence qu'il y avait entre un service d'utilité publique et un service public. Et donc, le principe que je vais présenter aujourd'hui sont des principes qui concernent les services publics et pas les services d'utilité publique. Deuxième précision, les principes ou règles que je vais présenter sont en principe de règles d'ordre public assorties de sanctions. Troisième précision, je vous donne ces principes dans l'objectif de vous aider à savoir ce que vous devez attendre d'un service public et si vous êtes animateur d'un service public, de savoir ce qui est attendu de vous. Quatrième précision et la dernière, la classification que je vais vous donner, elle n'est pas stricte. Et donc, vous devez comprendre qu'il existe diverses classifications en ce qui concerne les principes qui régissent les services publics. J'ai choisi cette classification dans cette visée pédagogique afin de vous aider à avoir les notions essentielles en ce qui concerne les services publics. Quels sont ces principes qui régissent les services publics? Il existe plusieurs principes qui régissent les services publics, mais je me fais le devoir de vous présenter 11 principes qui régissent les services publics. Et ici, retenez que c'est les services publics tant du point de vue matériel que du point de vue organique. Que ce soit l'activité ou un organe créé pour satisfaire le besoin d'intérêt général, les deux sont soumis à 11 principes. Il peut arriver que quand vous avez appris les services publics, vous n'avez pas eu à étudier tous ces principes que je vais donner. Révisez celles que vous connaissez et prenez à titre d'information celles que je vais vous donner. D'autre part, si vous œuvrez déjà dans les sillage des services publics, ne vous limitez pas seulement aux quelques informations qu'on vous avait données. Élargissez votre champ de vision. De ces 11 principes qui régissent les services publics, il existe 3 principes que certaines doctrines appellent essentiels ou substantiels et 8 principes subsidiaires. Je tiens tout de même à vous indiquer ma position. Je ne suis pas favorable à cette catégorisation en ce qui concerne les principes. Je pense que le seul fait de les considérer comme des principes suffit. Dire que certains sont principaux, cardinaux, essentiels, substantiels et que d'autres soient subsidiaires, je trouve que ça n'a pas de raison d'être. Mais pourquoi certains sont dits principaux et d'autres subsidiaires? En tout cas, il y a plusieurs raisons, mais je vais vous donner 4 raisons. La première raison, les principes qui sont dits cardinaux, essentiels ou subsidiaires sont des principes qui sont dans la plupart des fois communs à tous les services. C'est une première justification.
puisqu'il existe certains principes qui ne sont pas communs à tous les services publics. Par exemple, le principe de la gratuité. La gratuité n'est un principe que quand elle est consacrée comme principe par la loi, par exemple. Il existe une autre raison, c'est que ces principes qui sont dits cardinaux, essentiels ou substantiels, principaux, sont des principes qui sont généralement consacrés par la Constitution. Et donc, ils ont une certaine valeur constitutionnelle. À part cela, d'autres les considèrent comme substantiels, essentiels, principaux, cardinaux, pour des raisons purement historiques. Connaissant que ce sont eux qui ont été les premiers principes à être consacrés et ils les prennent comme tels. Et enfin, d'autres considèrent que ces principes ont une certaine valeur juridique. C'est à titre informatif que je vous donne ces raisons, tout en réitérant mon point de vue ou ma position. Je ne vois pas en tout cas de raison d'être de classer les principes en tant que principes fondamentaux, principal, essentiel, cardinal, substantiel, ou que l'autre principe puisse être vital, subsidiaire, secondaire et qu'on sait encore. Et donc, nous pouvons commencer à étudier ces principes partie par partie. Nous attaquons la première partie de ces trois principes cardinaux. Vous allez vite comprendre que ces principes cardinaux ou essentiels ou substantiels, qu'on sait encore, sont encore appelés dans la doctrine les lois de Roland. Pour une petite histoire, Roland, lui, fut un professeur de droit à la faculté de droit de Paris et il a vécu entre 1877 et 1956. Il a beaucoup travaillé pour essayer de faire la distinction entre les services publics administratifs ainsi que les services publics commerciaux et industriels. Les lois de Roland ou les principes cardinaux, les principes essentiels, les principes substantiels sont au nombre de 3. Le premier principe, c'est le principe de la continuité. Le deuxième principe, c'est le principe d'égalité. Et le troisième principe, c'est le principe d'adaptabilité ou principe de mutabilité. Ce qui est de ces 8 principes subsidiaires, secondaires et qu'on sait encore, le premier principe, c'est le principe de la spécialité. Le deuxième principe, c'est le principe de la légalité. Le troisième principe, c'est le principe de la neutralité. Le quatrième principe, c'est le principe de la gratuité. Le cinquième principe, c'est le principe de la transparence et responsabilité. Le sixième principe, c'est le principe d'accessibilité, simplicité, clarification. Le septième principe, c'est le principe de la confiance et fiabilité. Et huitième principe, c'est le principe de l'équité. Commençons par le premier principe, parmi les principes cardinaux, essentiels, substantiels et j'en passe. C'est le principe de continuité. En quoi consiste le principe de la continuité? Le principe de la continuité veut qu'il y ait un fonctionnement régulier des services publics. Que ce soit une activité mise en place ou un organe créé dans le but de satisfaire le besoin d'intérêt général, la continuité de celui-ci veut qu'il y ait un fonctionnement régulier. Si c'est la santé, il faudrait que la santé soit opérationnelle de manière régulière. Si c'est un ministère créé, il faudrait que le ministère fonctionne de manière régulière. Mais qu'est-ce qui arrive en cas de non-respect? En cas de non-respect de la continuité, l'animateur du service engage sa responsabilité envers tout intéressé ayant subi des préjudices. Si vous savez que vous devriez bénéficier d'un service public et que ce service ne fonctionne pas de manière régulière, vous avez le droit de demander réparation auprès des animateurs de ces services puisqu'ils sont tenus par l'obligation de la continuité des services publics. Comme je l'ai dit en introduction en donnant de précision, ce principe de continuité est un principe d'ordre public. Mais si nous l'analysons scrupuleusement, nous allons tout de suite nous rendre compte que ce principe n'est pas toujours réalisable et réaliste. Voilà pourquoi il existe des emménagements, des encadrements, des dérogations ou des exceptions à ces principes.
Et il existe 9 aménagements, encadrements, exceptions ou dérogations face à ces principes de la continuité de service public. Premier aménagement, encadrement, exception ou dérogation, c'est la permanence de l'État et de tous les services y attachés. Connaissant que les services doivent fonctionner de manière continue, un fonctionnement régulier, il a été demandé que l'État puisse être permanent et que tous les services attachés à l'État puissent fonctionner aussi de manière permanente. Par la permanence de l'État, on comprend qu'il faut qu'il y ait un fonctionnement régulier des services publics. Tout service qui est attaché à l'État doit fonctionner de manière régulière. Et ce sont les dispositions de l'article 69 de la Constitution qui essaient de les clarifier. La permanence de l'État ainsi que de tous les services attachés à l'État présente 2 conséquences. Première conséquence, c'est que le dysfonctionnement des services publics est vu comme un aveu d'impuissance ou d'inaction. Lorsqu'un service public n'a pas bien fonctionné, cela est un aveu d'impuissance. Et il y a toute une litanie de conséquences juridiques qui peuvent soit conduire certains à démissionner, qui peuvent conduire certains à être déchus de leurs fonctions et qu'en sais-je encore. Deuxième conséquence de cette permanence de l'État et de tous les services attachés à l'État, c'est que le dysfonctionnement d'un service public incombe aux animateurs de celui-ci. Et ce sont les dispositions de l'article 10, alinéa 2 de la loi sur les services publics qui essaie de clarifier cette accession. Après l'encadrement de permanence de l'État et de tous les services attachés à l'État, il est évident et important de comprendre que pour permettre la continuité des services publics, il a été instauré l'exclusivité des fonctions publiques. En d'autres termes, les services publics fonctionnent de manière continue lorsque les fonctions publiques sont exclusives. Pour mieux comprendre l'exclusivité des fonctions publiques, il convient de lire les dispositions de l'article 96 et 97 de la Constitution. Par exclusivité des fonctions publiques, il faut envisager un exercice exclusif des fonctions publiques par ceux qui en ont la charge. En d'autres termes, une fonction publique ne peut être exercée que par celui ou celle qui en a la charge. Et donc, pour parvenir à garantir cette exclusivité, il a été institué les incompatibilités. Et ces incompatibilités visent à rendre indisponibles les animateurs des fonctions publiques. Voici les exemples. Les dispositions de l'article 96 de la Constitution présentent des incompatibilités du président de la République. Les dispositions de l'article 97 de la Constitution présentent les incompatibilités de membres du gouvernement. Les dispositions de l'article 115 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut du personnel des carrières des services publics présentent les incompatibilités des fonctionnaires de l'État. Et j'en passe. Et donc, ces incompatibilités sont créées pour faire en sorte que l'activité d'intérêt général, la fonction publique, ne soit exercée que par celui ou celle qui en a la charge. Troisième amendement ou encadrement ou dérogation, exception selon les cas, c'est l'indisponibilité des biens du domaine de l'État. La base, ce sont les dispositions de l'article 30 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. L'indisponibilité des biens du domaine de l'État concerne les biens affectés à l'usage de tous ou à l'usage d'un service public. Et la conséquence ou les mesures de protection qui en découlent, c'est que ces biens sont insaisissables, inaliénables, incessibles et imprescriptibles.
Pour garantir la continuité des services publics, il a été instauré une mesure d'interdiction ou limite d'exercice du droit de grève dans le cadre de certains services vitaux. Si vous lisez les dispositions de l'article 39 de la Constitution, les dispositions de l'article 93 de la loi sur les statuts du personnel de carrière, vous y trouverez de la matière. Cette interdiction ou limite est faite au service d'intérêt vital pour la nation par exemple, afin d'éviter l'atteinte sérieuse au fonctionnement régulier de l'État. C'est par exemple l'armée, la police, les services pénitentiaires et j'en passe. Vous imaginez un état dans lequel l'armée peut gréver. C'est dangereux. Un état dans lequel les services pénitentiaires peuvent gréver. Ça serait dangereux. Et donc, pour garantir la continuité des services publics, dans certains services vitaux, soit on interdit l'exercice du droit de grève, ou soit l'exercice du droit de grève est limité. Et c'est là qu'on parvient à avoir des mesures de protection comme l'organisation d'un service minimum. Même si une grande partie a y aggravé là où on a limité, on peut au moins organiser un service minimum. C'est le cas des hôpitaux, même si les professionnels de santé sont en grève, mais ils doivent toujours organiser un service minimum permettant de traiter des cas urgents. Et cela permet en sorte que les services publics puissent fonctionner de manière continue. Cinquième aménagement ou encadrement, c'est l'imposition faite aux co-contractants de l'administration et notamment les concessionnaires des services publics de ne pas suspendre l'exécution du service public même en cas de changement de circonstances. Qu'est-ce que cela veut dire? Les co-contractants de l'administration qui se retrouvent en train de gérer un service public sont dans l'obligation de continuer le service public même s'il y a des circonstances ou des événements non prévus. C'est là la théorie de l'imprévision. Il ne peut pas arrêter de faire fonctionner un service public parce qu'il y a inflation monétaire par exemple. C'est pourquoi il y a certaines mesures de protection qui sont prises, par exemple la restauration de l'équilibre financier. Si le contrat a porté sur une somme donnée et que les circonstances ont changé, vous êtes dans l'obligation de faire fonctionner les services publics et c'est après qu'il y aura cette possibilité de restaurer l'équilibre financier pour compenser les dépenses que vous avez eu à supporter. En d'autres termes, vous ne pouvez pas avoir à signer un contrat avec l'administration pour gérer un service public et que vous puissiez, pour des raisons qui vous semblent réalistes et raisonnables, arrêter le fonctionnement d'un service. Vous devez continuer, même si ça sera pour vous une situation de continuer à travailler à perte, vous devez le faire, puisque les services doivent toujours fonctionner de manière régulière. Et c'est après que l'État ou l'administration aura à restaurer l'équilibre financier et vous permettre de corriger ces déséquilibres qui se sont créés entre-temps. Et donc, si demain vous allez vous retrouver animateur d'un service public, que vous avez reçu la gestion par concession de service public par exemple, ayez déjà présent l'esprit l'idée selon laquelle vous ne pouvez pas interrompre l'exécution d'un service public puisqu'il y a eu changement de circonstances. Vous devez toujours travailler. Ce n'est pas parce qu'il y a tel problème qui s'est posé que vous serez dans le droit d'arrêter de travailler en ce qui concerne le service public. Sixième aménagement, c'est l'acceptation de la démission volontaire du fonctionnaire de l'État par la hiérarchie comme condition d'arrêt du travail. Si vous lisez les dispositions de l'article 67.2 de la loi sur les statuts du personnel de carrière, vous allez comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Un fonctionnaire de l'État qui démissionne doit continuer à prester jusqu'à ce que
la hiérarchie puisse accepter sa démission. Mais ça ne se fera pas de manière continue et infinie. Après 3 mois, le silence de la hiérarchie vaut acceptation de la démission. Et donc, comme j'étais toujours en train de vous le dire, vous n'allez pas transposer ces règles que je suis en train de vous donner dans les cadres de services publics et les amener par exemple dans des cadres de services d'utilité publique ou d'autres organisations privées. Lorsqu'il y a démission en ce qui concerne les rapports privés, on n'a pas besoin d'attendre l'acceptation de la démission. Soit vous êtes un employé, vous voulez faire partir ou licencier votre travailleur, vous allez lui donner un préavis. Si c'est vous, travailleur, qui voulez cesser de travailler, vous allez donner un délai congé à votre employeur. Dans le cadre des services publics, quand vous démissionnez, vous ne partez pas directement. Vous ne déposez pas votre lettre de démission aujourd'hui et demain vous ne venez pas au travail. Non. Quand vous démissionnez, vous devez attendre que la hiérarchie puisse accepter votre démission. Et c'est cela qui va concrétiser l'arrêt de votre travail. Mais je vous ai dit, si dans 3 mois l'administration ne répond pas, ce silence vaut acceptation de votre démission. 7e amendement ou encadrement ou exception ou dérogation selon les cas, c'est la possibilité reconnue à un agent de poser les actes après cessation formelle de ses fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire? Un agent qui a cessé ses fonctions peut accomplir des actes relevant de l'exercice des affaires courantes pendant toute la durée comprise entre la cessation de ses fonctions et sa désinvestiture, c'est-à-dire la procédure de quitter ses fonctions. Mais comme je l'ai toujours dit, ça ne sera pas automatiquement la même situation dans les affaires privées. Une personne ayant déjà cessé ses fonctions ou de travailler ne peut plus poser des actes sous prétexte de la gestion des affaires courantes. Parce qu'en posant un acte hors mandat, ça sera des actes posés par une personne n'ayant pas qualité par exemple et seront frappés de nullité selon les cas. Mais si vous êtes en train de travailler dans les sillage des services publics et vous devez savoir que vous avez une possibilité de continuer à poser certains actes même après la cessation de vos fonctions. Et là, vous ne serez qu'en train de gérer des affaires courantes. 8e aménagement, encadrement, exception ou dérogation, c'est le régime juridique de l'intérim, de la suppléance et de la délégation des pouvoirs ou des signatures et du commissionnement. Et donc, pour permettre à ce que les services publics puissent fonctionner de manière continuelle, cette notion d'intérim, de suppléance, de délégation de pouvoirs ou de signatures et du commissionnement sont à prendre en considération. Et vous devez comprendre que toutes ces notions justifient et rendent valables les actes accomplis par une autorité administrative dans le domaine d'une autre autorité et cela dans le but d'assurer la continuité des services publics. J'espère que vous savez c'est quoi l'intérim. L'intérim a l'objectif d'assurer la continuité des services publics suite à l'empêchement du titulaire de la fonction en raison du congé de repos, maladie, de démission, de suspension et qu'en sais-je encore. Et si le titulaire d'une fonction est empêché, l'intérimaire peut assumer ses fonctions et ainsi permettre la continuité des services publics. Vous savez que l'intérim est une situation précaire et provisoire car il suppose que l'empêchement du titulaire de la fonction est de courte durée. L'intérimaire est désigné intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne de l'intérimaire. C'est l'autorité hiérarchique qui désigne un intérimaire et cette autorité choisit l'intérimaire soit parmi les collègues du titulaire, soit parmi ses subalternes, puisqu'un supérieur ne peut pas assumer l'intérim d'un subalterne. L'intérim étant une situation précaire, il ne peut pas aller au-delà de 3 mois en principe. Et l'intérimaire, il garde son poste et son grade. Et donc, il ne peut pas porter les costumes du titulaire. C'est pourquoi l'intérimaire ne peut pas voir la rémunération du titulaire. Il a plutôt une prime d'intérim.
il ne signe pas en lieu et place du titulaire car il doit préciser la mention ad interim, qu'on abrège AI. Cette situation d'intérim nous permet, même à l'absence d'un titulaire, que le service puisse continuer à fonctionner. Deuxième situation qui peut permettre toujours dans ces régimes-là ou dans notre 8e aménagement, c'est la suppléance. À la différence de l'intérim qui n'est pas prévu par un texte, la suppléance est textuelle et donc pas de suppléance sans texte. La suppléance vise également à combler l'absence du titulaire car il faut assurer la continuité des services publics. Cependant, à la différence de l'intérimaire, le suppléant n'est pas choisi par l'autorité hiérarchique car il est déjà prévu par le texte, c'est-à-dire le suppléant est désigné ès qualité en considération de sa fonction et par conséquent, il n'y a pas de changement de suppléant même si le titulaire est empêché plusieurs fois. Très souvent, et d'après les textes, lorsqu'un titulaire a des adjoints, le texte indique déjà lequel des adjoints va suppléer les titulaires, ce qui fait que, par exemple, dans un ministère où il y a un vice-ministre, en cas d'absence du titulaire, le vice-ministre fait la suppléance. De même, le vice-gouverneur peut suppléer le gouverneur. À la différence de l'intérim qui est une situation précaire, la suppléance n'est pas une situation précaire. Ainsi, aussi longtemps que le titulaire est empêché, le suppléant fera fonction du titulaire. Le suppléant qui remplace le titulaire, il a la rémunération du titulaire et les actes qu'il prend portent le titre du titulaire suivi de la mention faisant fonction. Et donc, par le mécanisme de suppléance, le service public peut continuer à fonctionner, même en cas d'empêchement d'un titulaire. Quant au commissionnement, c'est un procédé particulier qui s'applique uniquement au personnel des carrières de services publics, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État. Donc, il y a lieu de comprendre ce qui suit. 1. Les commissionnés est aussi désigné par l'autorité hiérarchique dans le but de remplacer les titulaires empêchés pour une longue durée. 2. Les commissionnés donc titulaires provisoires étant donné que l'empêchement du titulaire est de longue durée, allant en principe au-delà de 3 mois. 3. Il n'y a pas de commissionnement possible là où la loi organise la suppléance, car dans ces cas, le suppléant va mettre les costumes du titulaire aussi longtemps que va durer l'empêchement. 4. Le titulaire provisoire désigné comme commissionné a droit à une prime de commissionnement et non à la rémunération du titulaire. 5. Les commissionnés signent sous le titre du titulaire avec la mention commissionné, abrégé signé. 6. Le commissionné a droit d'être confirmé comme titulaire principal si un mois après, l'empêchement du titulaire principal perdure et donc le fait de ne pas être confirmé lui donne le droit de réclamer cette confirmation. Et donc vous comprenez que par le mécanisme de commissionnement, le service public peut aussi continuer à fonctionner. Mais le commissionnement ne concerne que les fonctionnaires de l'État. 4 mécanismes, c'est la délégation. Et en droit administratif, il existe 2 types de délégations, la délégation des pouvoirs ainsi que la délégation des signatures. Par la délégation des pouvoirs, l'autorité délégante cède tout ou une partie de ses compétences au délégataire. Et donc, vous allez comprendre que la délégation des pouvoirs entraînera les conséquences ci-après. Ce n'est pas au délégant de choisir les délégataires. Celui-ci est désigné ès qualité, c'est-à-dire en rapport avec sa fonction et par le texte. 2. Aussi longtemps que dure la délégation, la compétence revient au délégataire. Ce délégant ne peut pas agir concomitamment avec les délégataires. Cependant, il a sur lui un pouvoir hiérarchique. Le délégant peut à tout moment ad nutum mettre fin à la délégation. La responsabilité des actes posés par les délégataires incombe au délégataire car il a le pouvoir d'agir, d'apprécier la portée et l'opportunité de ses actes. Deuxième type de délégation, c'est la délégation des signatures. Il s'agit ici de l'hypothèse où le délégant ne cède pas la compétence d'agir dans une matière, mais il ne cède que la signature. Et les conséquences de la délégation de signature sont: le délégataire est choisi
intuitu personae par le délégant. Certes, la délégation est prévue par le texte, mais le choix du délégataire appartient au délégant. C'est pourquoi, par exemple, le ministre de la Justice peut parfois déléguer la signature des certificats de nationalité au secrétaire général à la justice, parfois un directeur chef de service et comme sais-je encore. En cas de délégation des signatures, le délégant conserve son droit d'agir concomitamment avec les délégataires. La responsabilité des actes incombe au délégant. L'acte est supposé appartenir au délégant. En cas de délégation des signatures, les délégataires signent PO pour ordre. Et donc vous comprenez que par ces mécanismes de délégation, que ce soit de signature ou de pouvoir, même si le titulaire est empêché, même si le titulaire ne peut pas agir, le service public va toujours continuer par l'entremise du délégataire. 9e aménagement, c'est la notion de collaborateur bénévole ou occasionnel de l'administration d'une part et celle du fonctionnaire de fait suivant la théorie de l'apparence ou circonstances exceptionnelles d'autre part. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet aménagement de la notion de collaborateur bénévole ou occasionnel de l'administration d'une part et celle des fonctionnaires de fait suivant la théorie de l'apparence ou circonstances exceptionnelles d'autre part? C'est que tout citoyen qui constate l'absence de l'administration ou la défaillance de celle-ci se voit obligé d'apporter son concours en vue de l'exécution du service public et c'est pour garantir la continuité des services publics. Et donc vous comprenez que même quand l'administration ne peut plus fonctionner, il peut arriver qu'il y ait des collaborateurs bénévoles, il peut arriver qu'il y ait des collaborateurs occasionnels et même des fonctionnaires de fait qui peuvent faire en sorte que le service public puisse continuer à fonctionner de manière permanente. Après le principe de continuité vient le principe d'égalité. En quoi consiste l'égalité? Ce principe veut qu'il y ait égalité de tous devant le service public et cela se présente comme une suite immédiate de l'égalité de tous devant la loi. Face au service public, tous doivent être gérés de manière égalitaire. Le principe d'égalité présente 3 conséquences. Première conséquence, c'est l'égalité de tous les usagers devant le service public. Deuxième conséquence, c'est l'égalité d'accès de tous les citoyens aux services, fonctions et emplois publics. Troisième conséquence, c'est l'égalité dans le fonctionnement du service public. Première conséquence, c'est l'égalité de tous les usagers devant le service public. Si vous lisez l'article 8 de la loi sur le service public, vous allez comprendre. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que il y a une interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, la religion et qu'en sais-je encore. Les services publics demeurent apolitiques, neutres et impartials, puisque tous les usagers doivent accéder aux services publics de manière égalitaire. Mais la relativité qu'il y a dans ces principes, ainsi que cette conséquence, c'est qu'il y a une possibilité de la consécration des discriminations positives, c'est-à-dire des traitements inégalitaires pour des raisons justifiées. En ce qui concerne l'égalité de tous les usagers devant les services publics, 2 hypothèses sont à considérer en matière de contentieux. Hypothèse 1. En cas d'inégalité résultat d'un acte juridique, s'il y a préjudice, il y aura un contentieux de pleine juridiction ou plan contentieux devant le juge administratif, ce qui va conduire à l'annulation de l'acte pour excès de pouvoir et réparation de préjudice. Mais en cas d'absence de préjudice, il n'y aura que le contentieux pour excès de pouvoir. Toutes ces informations peuvent être liées dans les dispositions des articles 85, 96 alinéa 2 et 104 de la loi organique numéro 16-027 du 15 octobre 2016
portant organisation et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif. Hypothèse 2. Le cas d'une égalité découlant d'un comportement, d'une attitude ou d'un fait de l'administration. C'est ce qu'on pourra appeler un dommage exceptionnel. Et dans cette situation, il y a une action ouverte devant le Conseil d'État. C'est ce que prévoit l'article 89 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif. En cas d'action dans la compétence liée, le contentieux qui sera ouvert, c'est le contentieux pour excès de pouvoir. Mais en cas d'action dans la compétence discrétionnaire, il n'y aura pas de contentieux parce qu'il y a une possibilité d'attaquer une pareille action en justice. Deuxième aménagement, c'est l'égalité d'accès de tous les citoyens aux services publics. Cette égalité peut être une égalité de droits ou inégalité par rapport aux charges. En ce qui concerne les droits, les citoyens se trouvant dans une situation similaire sont égaux quant à l'accès aux services et cela implique le fait d'être soumis au même examen, au même concours pour accéder aux services et c'est exceptionnellement qu'on peut recruter sur titre. Si vous lisez les dispositions des articles 6 à 10 de la loi sur la fonction publique, vous comprendrez cela. L'égalité des droits implique le fait d'être soumis au même scrutin pour les fonctions électives. Cette égalité des droits veut qu'il y ait par exemple l'appel d'offres pour les marchés publics. Deuxième situation, c'est l'égalité en ce qui concerne les charges. Il faudrait comprendre ici notamment l'égalité de tous les citoyens devant l'impôt. Cela veut dire que tous les assujettis se trouvant dans une situation similaire doivent payer l'impôt sauf les cas d'exemption ou ceux d'exonération. Et là, ce sont les dispositions de l'article 69 de la Constitution qui consacrent cette égalité devant l'impôt. Mais l'exception qui se fait face à cette égalité des charges, c'est l'égalité par l'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tous les assujettis doivent payer l'impôt, ils doivent le faire en fonction de leur capacité contributive. Et en cas de contentieux, c'est toujours le même contentieux que ceux évoqués dans la conséquence précédente. Troisième conséquence, c'est l'égalité dans le fonctionnement de services publics. Ceci veut dire que les services publics doivent fonctionner de manière à rendre le même service aux utilisateurs. C'est pourquoi il y a une mesure qui consiste en l'équitable redistribution. Après le principe d'égalité, vient le principe de mutabilité ou adaptabilité. Mais en quoi consiste l'adaptabilité ou mutabilité? Ce principe prône l'adaptabilité aux exigences qualitatives et aux exigences quantitatives. Et 4 conséquences sont à dégager dans ce principe d'adaptabilité. Première conséquence, c'est l'adaptation des services publics s'impose à l'administration elle-même. Ceci veut que l'administration puisse bien analyser les besoins des usagers et créer les services devant couvrir ces besoins tout en opérant des changements qu'exige l'évolution quantitative et qualitative de ces services. Deuxième conséquence, c'est l'adaptation s'impose à tout agent public. Il est interdit à un agent public d'évoquer le droit de maintien des services publics dès lors que l'administration procède au changement devant conduire à une adaptation qualitative ou quantitative des services publics. Pour protéger cette conséquence ou cette situation, il y a des mesures d'ordre antérieur, des directives, des communiqués, des notes de service, ainsi de suite, qui sont pris en vue du bon fonctionnement régulier des services publics. Pour ce qui est des contentieux, pour les mesures de protection, il n'y a pas de contentieux, car elles sont prises dans l'objectif d'assurer le bon fonctionnement du service. Pour l'agent qui s'oppose à l'adaptation, il sera soit face à un contentieux de pleine juridiction
ou face à un contentieux d'annulation pour excès de pouvoir, et cela selon les cas. Troisième conséquence, c'est l'adaptation vis-à-vis des usagers. L'usager n'a pas droit de maintenir le statu quo du service public lorsqu'au nom de l'intérêt général, le changement quant à l'organisation et au fonctionnement est décidé. Et la mesure de protection consiste au droit de solliciter une réparation en cas de fonctionnement irrégulier. Quatrième aménagement ou conséquence, c'est l'adaptation des services publics vis-à-vis des co-contractants de l'administration. L'administration a droit de modifier unilatéralement le contrat, ce qui est une clause exorbitante du pouvoir public. Cela lui accorde le pouvoir d'appréciation d'un besoin, le pouvoir de décider de son opportunité, le pouvoir d'imposer le changement aux co-contractants. Pour ce qui est de ces 8 principes subsidiaires secondaires, nous commençons par le principe de la spécialité. Ce principe veut que le service public puisse répondre à un besoin précis. S'il y a une activité qui doit être mise en place, s'il y a une structure qui doit être mise en place, celui-ci ou celle-là doivent répondre à un besoin précis. Deuxième principe, c'est le principe de la légalité. Quant à ce qui concerne la légalité prône le respect de la loi, notamment dans la mise en œuvre de services publics. En cas de non-respect, le contentieux sera porté devant le juge administratif. Après le principe de la légalité vient le principe de la neutralité. La neutralité se présente comme un moyen de mise en œuvre du principe de l'égalité de tous. Pour ce qui est des conséquences, pas de traitement discriminatoire en raison de la race, sexe, langue et qu'en sais-je encore. Le principe suivant, c'est le principe de la gratuité. La gratuité n'est principe que s'il est expressément consacré comme tel. Par exemple, la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la justice et qu'en sais-je encore. Parmi les principes auxquels sont soumis les services publics, il existe aussi ces principes de la gratuité. Cinquième principe, parmi les principes qui sont abusivement appelés principes subsidiaires, c'est le principe de la transparence et responsabilité. Ce principe veut que les citoyens soient rassurés du bon fonctionnement du service et de faire valoir leurs droits. Ces droits de transparence et responsabilité ouvrent un droit et une obligation. Un droit dont le chef du bénéficiaire, c'est le droit d'information sur l'action du service public. Mais entre-temps, ça crée une obligation dans le chef de l'animateur du service public, car celui-ci a l'obligation d'informer les citoyens. Sixième principe, c'est le principe d'accessibilité, simplicité, clarification et qu'en sais-je encore. Cette accessibilité, cette simplicité ou cette clarification constitue un levier essentiel de l'amélioration du service public et celui des usagers. Ces principes d'accessibilité, simplicité ou clarification veulent que l'on puisse alléger les démarches et formalités et au besoin être aidé par les agents dans l'accomplissement des séparés actes. Également, l'accessibilité, la simplicité, la clarification veut qu'il y ait une implantation géographique des services publics. S'il y a certains endroits où les services publics sont en abondance, les services publics ne devraient pas manquer d'être présents dans d'autres endroits. Septième principe, c'est le principe de confiance et fiabilité. Ce principe veut que les personnes intéressées puissent se comporter en toutes circonstances en partenaire loyal. Huitième principe, c'est le principe de l'équité. Ce principe d'équité fait que l'on puisse tenir compte des caractéristiques des usagers pour proposer des traitements équitables.
Par exemple, en ce qui concerne le service médical, le principe d'équité veut que le malade qui vient dans une situation comateuse, délicate, urgente, puisse être soigné en premier en défaveur de ceux-là qui sont arrivés à temps. Puisqu'il fallait tenir compte des mêmes circonstances, mêmes situations, il pourrait arriver que certaines actions ne puissent pas être posées. Voilà pourquoi il y a ce principe d'équité qui doit aussi conduire l'exécution des activités de service public. Et donc ces informations, je vous les donne pour que vous puissiez mieux maîtriser cette notion de service public. Lorsque vous allez vous retrouver face à une question traitant des services publics, vous n'allez plus vous perdre, puisque vous connaissez déjà quels sont les principes auxquels est soumis un service public. Ceci va vous aider à mieux comprendre. Ça, c'est la deuxième question à laquelle il faudrait trouver des réponses pour parvenir à maîtriser la notion de service public. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je vais vous répondre. Vous aimez votre chaîne Pourquoi ça et vous souhaitez contribuer à son développement, rien de plus simple à faire. Abonnez-vous à la chaîne, soyez actifs en aimant, en commentant et en partageant vos épisodes préférés. Merci.